J'ai du mal à me concentrer. Je commence plein de trucs sans jamais finir. Je suis facilement distrait. Est-ce que toi aussi tu te reconnais dans ces phrases? Si oui, tu n'es pas seul. Et depuis quelques années, de plus en plus de gens se demandent s'ils n'auraient pas le TDAH. Le TDAH, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, est partout. Sur TikTok, Instagram, YouTube, des tests circulent, des vidéos te promettent de te diagnostiquer en 5 minutes. Et des millions de personnes se disent « c'est moi ça, à 100%. » Mais est-ce qu'on est vraiment tous TDAH ou est-ce qu'on confond quelque chose d'autre? Aujourd'hui, j'ai invité Sarah, spécialiste du TDAH, pour démêler tout ça. J'ai remarqué que la plupart des gens qui regardent les vidéos, comme toi, ne sont pas abonnés à la chaîne. C'est gratuit. Alors exprime ta gratitude. Abonne-toi dès maintenant, ça aide la chaîne à se développer. Sarah, bienvenue. Merci Alex, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Justement parce qu'il y a énormément de confusion en ce moment, et cette confusion a des conséquences concrètes sur les gens. Commençons par la base. On entend tellement de choses sur le TDAH. C'est quoi exactement? Le TDAH, c'est un trouble du neurodéveloppement. Ça veut dire que ce n'est pas une personnalité, ce n'est pas un manque de volonté, c'est quelque chose qui s'est inscrit dans le développement neurologique d'une personne depuis l'enfance. C'est biologique. Biologique, ça veut dire quoi concrètement? Au niveau du cerveau, la transmission de la dopamine, le fameux neurotransmetteur du circuit de la récompense, fonctionne différemment. Ce n'est pas un déficit en dopamine au sens strict, mais une façon atypique de la traiter. Et ça engendre des symptômes d'inattention, de difficulté à réguler ses émotions, d'hyperactivité ou d'impulsivité. Donc, quand on dit TDAH, on ne parle pas d'un enfant turbulent ou d'un adulte qui s'ennuie facilement. Exactement. On parle d'un trouble médical, avec des critères diagnostiques précis. Et l'un des premiers critères souvent méconnus, les symptômes doivent être présents avant l'âge de 12 ans et durent depuis au moins 6 mois. Le TDAH n'apparaît pas du jour au lendemain à 30 ans parce qu'on a trop scrollé TikTok. Ah ça c'est important. Donc, si j'ai eu une enfance normale, sans ces symptômes, et que j'ai des difficultés de concentration aujourd'hui, Ça remet sérieusement en question un diagnostic de TDAH. Ce n'est pas impossible d'être diagnostiqué à l'âge adulte. Parfois, on le découvre tardivement. Mais il était forcément présent dans l'enfance, même discret. Si on n'a aucun souvenir, aucune trace scolaire, aucun témoignage familial, il faut chercher ailleurs. Troubles anxieux, dépression, troubles du sommeil. parlons des symptômes, parce que c'est là que beaucoup de gens se reconnaissent. Quand on pense TDAH, on imagine l'enfant qui court partout, qui n'écoute pas en classe. Oui, et cette image-là, elle existe. En consultation, j'ai des enfants qui se roulent littéralement par terre. Mais chez l'adulte, c'est beaucoup plus subtil. L'hyperactivité motrice s'internalise. Elle devient un sentiment d'agitation permanent, un besoin de taper des doigts, de bouger les pieds, une impossibilité à rester assis sans se tortiller. Et les symptômes d'inattention, comment ils se manifestent au quotidien? C'est très large. Difficulté à terminer ce qu'on commence, oubli fréquent, pas juste ses clés une fois, mais laisser le four allumé 24 heures, inonder son appartement 2 fois en 1 mois. Donner l'impression de ne pas écouter alors qu'on essaie vraiment. Des erreurs d'inattention répétées, des problèmes d'organisation. Et surtout, une relation très particulière à l'ennui et à la motivation. Mais là, honnêtement, beaucoup de gens, en entendant ça, vont se dire « mais moi aussi ». C'est exactement le piège, et on appelle ça l'effet Barnum. Les symptômes du TDAH ne sont pas spécifiques. Tout le monde les vit à un moment. La différence, c'est la fréquence et la sévérité. Si quelqu'un me dit « j'oublie parfois mes clés », ok. Si quelqu'un me dit « j'ai perdu mon code bancaire 4 fois cette année et j'ai failli me faire virer pour des retards que je n'arrivais pas à contrôler », là, on est sur autre chose. Et l'impulsivité, c'est quoi concrètement? L'impulsivité, c'est un déficit d'inhibition. La personne ne peut pas s'empêcher. Couper la parole constamment, finir les phrases des autres,
quitter un magasin parce que la file d'attente est trop longue. Et dans les cas sévères, des accès de colère qui partent pour rien. Une petite contrariété déclenche une vraie crise. Certains patients m'ont raconté des violences physiques liées à ça, des licenciements. Même. Oui, ce n'est pas être de mauvaise humeur, c'est un automatisme qui court-circuite tout raisonnement. Il y a aussi quelque chose que j'avais moins entendu, l'hyperactivité mentale. Oui, et c'est peut-être l'un des symptômes les plus épuisants. Une patiente me l'a décrit avec une image de Harry Potter. Imaginez des centaines de clés qui volent en tous sens dans le vide. Impossible d'en attraper une. C'est son état de base. Les pensées ne s'arrêtent jamais. Elles s'enchaînent sans structure, sans bouton off. Et avec le traitement, les clés continuent d'exister, mais elles ralentissent. On peut enfin les regarder calmement. Ce flux de pensées qui ne s'arrête jamais, ça doit rendre l'endormissement difficile. Catastrophique. La latence d'endormissement peut durer des heures. Et certains patients finissent par chercher des solutions eux-mêmes. Alcool, cannabis, pas pour le plaisir, pour éteindre le bruit. C'est de l'automédication. Et quand on diagnostique trop tard, ces personnes ont parfois développé des addictions sévères en essayant juste de fonctionner normalement. Est-ce qu'il y a vraiment plus de TDAH qu'avant, ou on en parle juste? Les deux. Le trouble existe depuis des siècles. On en trouve des descriptions médicales dès le XVIIIe siècle sans que ça porte un nom. Ce qui change, c'est qu'on le diagnostique mieux et qu'on le reconnaît enfin. Mais aussi, et c'est important, notre société crée un terrain de plus en plus difficile pour les personnes qui ont ce fonctionnement. Comment ça? Le TDAH est un trouble contextuel. Dans certaines cultures, certains environnements, c'est un avantage évolutif. Explorer, prendre des risques, s'adapter vite. Mais dans nos sociétés occidentales ultra structurées, avec des open spaces, des réunions de 3 heures, des tableurs Excel, c'est une catastrophe. Ces personnes n'auraient pas eu de problème il y a 300 ans. Aujourd'hui, le contexte fait décompenser le trouble. Et les causes, c'est... La génétique, avant tout. Le taux d'héritabilité est de 65 à 75%. C'est énorme. Quand on diagnostique quelqu'un, on trouve presque toujours un parent, un frère ou sœur, un enfant, avec le même trouble. Il y a aussi des facteurs liés à la grossesse, consommation de substances, accouchement difficile, manque d'oxygène à la naissance, prématurité. L'environnement joue un rôle épigénétique. Il peut activer quelque chose qui était latent. Mais rien ne déclenche un TDAH de toute pièce. Ni les écrans, ni l'éducation, ni le sucre. Ni les écrans. Ça va surprendre. Les écrans ne créent pas le TDAH, mais ils peuvent aggraver les problèmes d'attention chez tout le monde, TDAH ou non. C'est là que la distinction est capitale. Justement, tu distingues TDAH et problème d'attention. C'est là le cœur du sujet. Absolument. Avoir des difficultés de concentration aujourd'hui, c'est très répandu, et c'est réel. Le commerce de l'attention, réseaux sociaux, formats courts, notifications infinies, entraîne une véritable dépendance à la dopamine. Le cerveau s'habitue à des shots de stimulation rapide et devient moins capable de se concentrer longtemps sur quelque chose de moins immédiatement gratifiant. Donc on peut avoir de vraies difficultés d'attention sans avoir le TDAH. Tout à fait. Et c'est important, parce que la solution n'est pas la même. Les problèmes d'attention liés à notre environnement, ça s'améliore avec des changements de comportement. Mode avion, une tâche à la fois, découper les efforts. Le TDAH, lui, souvent, il nécessite une prise en charge médicale. Et si on s'auto-diagnostique TDAH alors qu'on a en réalité un trouble anxieux ou dépressif, on passe à côté de ce dont on a vraiment besoin. Plus d'une fois sur deux, Oui, dans ma pratique, quand des adultes viennent convaincus d'avoir un TDAH suite à un test en ligne, plus d'une fois sur deux, ce n'est pas ça. Ce sont des troubles anxieux, des dépressions, des syndromes de fatigue chronique ou des troubles du sommeil non diagnostiqués. Ces troubles sont tout aussi légitimes et peut-être même plus urgents à traiter. Pour les gens qui, en entendant tout ça, se disent « ça me ressemble », quelle est la bonne démarche ?
Première étape, notez les exemples concrets. Pas juste « je suis distrait », mais « j'ai raté 3 rendez-vous importants ce mois-ci ». J'ai failli perdre mon emploi à cause de retards répétés. La fréquence, la sévérité et l'impact sur la vie, c'est ça qui compte. Dans au moins 2 domaines, professionnel, scolaire, relationnel, financier, judiciaire. Et ensuite, on va voir. Son médecin généraliste en premier. Je sais que la formation sur le TDAH n'est pas toujours au niveau, mais le généraliste est quand même le point d'entrée. Préparez votre consultation, apportez vos exemples. S'il ne se sent pas à l'aise avec ce sujet, il vous orientera vers un psychiatre. Attention, même dans le monde psychiatrique, tous les praticiens ne prennent pas en charge le TDAH. Votre généraliste connaît généralement son réseau. Et les tests en ligne, les vidéos, faites votre autodiagnostic. À fuir. Il ne diagnostique rien. Au mieux, il vous donne des pistes à explorer avec un professionnel. Au pire, il vous enferme dans une case qui n'est pas la vôtre et vous passez des années à gérer le mauvais problème. On finit sur quelque chose d'important, les idées reçues et les forces. Oui, le TDAH est un handicap. Il faut l'assumer sans honte. Mais dans les bons contextes, il devient un avantage. Ces personnes ont souvent une créativité hors norme, une curiosité insatiable, un enthousiasme contagieux, une capacité à faire des connexions que les autres ne font pas. Léonard de Vinci avait peut-être un TDAH, des centaines de projets non finis, un atelier décrit comme un chaos total, mais un génie absolu. L'intelligence n'est pas liée au TDAH, c'est important de le dire. Absolument, il n'y a aucune corrélation. Des personnes avec un QI très élevé peuvent avoir un TDAH sévère. Et parfois, l'intelligence leur permet de compenser, ce qui retarde encore le diagnostic. Et il faut en finir avec l'idée que les personnes TDAH ne font pas d'efforts. Leur demander de se concentrer sur quelque chose qui ne les stimule pas, c'est comme demander à quelqu'un avec une fracture de courir. Les efforts sont là. Ils ne produisent juste pas les mêmes résultats que chez une personne neurotypique. Sarah, merci. Ce qu'on retient de tout ça ? Non, tout le monde n'est pas TDAH. Mais oui, les problèmes d'attention sont en hausse. Et ça, c'est un vrai sujet de société. Avant de se diagnostiquer, posez-vous la question. Est-ce que ces difficultés existaient dans mon enfance ? Est-ce qu'elles impactent vraiment ma vie dans plusieurs domaines ? Si oui, consultez un professionnel. Vous méritez une réponse précise, pas un test TikTok. Merci Sarah. Et vous, si vous vous reconnaissez dans cette vidéo, n'hésitez pas à en parler à votre médecin et à partager cette vidéo à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. À bientôt.